bonjour à toutes et tous. Merci à Lariban d'avoir confié ce sujet, les aides visuelles compatibles en EHPAD, et merci au docteur Lebaille d'avoir introduit mon sujet avec l'ouverture donc, des différents champs de compétences au-delà de nos échanges interprofessionnels habituels, afin de nous appuyer donc, sur d'autres modes d'apprentissage, notamment dans le domaine éducatif, pédagogique et pourquoi pas ludique, pour favoriser l'ancrage sur des actes du quotidien. Et donc ces recommandations prennent tout un sens lorsqu'on souhaite adapter une aide optique chez une personne âgée dépendante déficiente visuelle. Donc commençons par quelques chiffres qui s'appuient sur une enquête de la Fondation Médéric Alzheimer qu'Optique 2000 avait soutenue en 2017. Et elle nous ramenait cette enquête que 21,7% des résidents présentent des troubles visuels non ou mal compensés et seulement 33% des EHPAD procèdent au repérage systématique des déficiences visuelles. Donc ce handicap sensoriel est peut-être un peu occulté au bénéfice de troubles plus visibles, comme les troubles moteurs, cognitifs, la dénutrition. Cependant, il est nécessaire de le prendre en charge car sa négligence accélère la dégradation de la qualité de vie du résident en engendrant le repli sur soi, les chutes, les troubles cognitifs. Donc il apparaît indispensable de prendre en charge ce handicap dans le projet de vie du résident, d'autant plus lorsqu'il est source d'institutionnalisation. Donc les besoins visuels en EHPAD s'expriment sur deux axes. Le premier axe, c'est évidemment préserver l'autonomie, donc dans les différentes activités du quotidien, manger, se déplacer, aller dehors, lire, regarder la télévision, écrire aussi. Et puis l'autre axe, favoriser la participation collective à travers les ateliers et les animations diverses et les jeux de société qui participent à l'organisation, enfin la journée des résidents en EHPAD. Et puis pour exprimer un petit peu ces besoins de base vie en EHPAD, j'ai envie de m'appuyer sur des chiffres qui sont issus d'une étude exploratoire qui a été menée par le Centre hospitalier universitaire de Nantes. C'est une étude qui a été menée par le docteur Hélène Massé et cette étude a été menée dans un EHPAD, donc petite étude, 30 patients. Donc 83% portaient des lunettes. Alors l'idée, c'est pas de vous faire tout le récapitulatif de cette étude, mais certains résultats sont intéressants pour bien décrire cette population, et notamment sur les acuités visuelles, puisque sur ces 30 patients, on avait une moyenne d'acuité visuelle autour de 3 dixièmes, donc 2,5 à droite et 3,2 à gauche, ce qui nous mène un petit peu aux portes de l'amblyopie selon les critères de l'OMS. Et pourtant, seulement 6,7% des patients possédaient une aide optique. Alors, si on essaie de faire le tour des différents outils à disposition de manière générale, on pense évidemment aux systèmes microscopiques, qui sont en quelque sorte la première aide visuelle à laquelle on pense pour essayer de compenser la déficience visuelle. C'est en quelque sorte une paire de lunettes avec des verres plus forts que la normale, qui va laisser les mains libres du patient et au compromis de la distance de lecture rapprochée. Ensuite, il y a la famille des loupes, avec les deux sous-familles, les loupes à main et les loupes à poser. Les loupes à main étant très maniables, qu'ils utilisent avec ou sans addition. Les loupes à poser, elles, vont avoir un critère de stabilité recherché quand on a des tremblements, mais attention à utiliser l'addition, puisque la distance étant fixée, il n'y a aucun ajustement possible, donc tout est calculé pour que l'addition soit utilisée. Un rappel sur la famille des télescopiques. Les télescopiques, on l'utilise souvent pour optimiser la distance de lecture, puisqu'on va bénéficier d'un recul de la distance. Donc quand le microscopique est trop près, c'est souvent une solution proposée. On retrouve les mains libres par rapport aux loupes. En revanche, un compromis assez important à prendre en compte, c'est la réduction du champ de vision, puisqu'à travers ces outils, on a à peu près une dizaine ou une douzaine de degrés de champ de vision. La famille des vidéoagrandisseurs, elle, va porter les forts grossissements. On connaît assez bien cette famille maintenant dans nos prises en charge. Donc, ce qui les différencie, c'est les diverses tailles d'écran et puis le prix qui est souvent corrélé d'ailleurs à la taille d'écran, puisque la petite vidéoloupe est la moins chère, autour de 300-400 euros, et très vite on peut monter à plusieurs milliers d'euros dès qu'on arrive sur des téléagrandisseurs de taille d'écran classique type téléviseur. Ensuite, des familles non optiques, mais quand même qui font partie de la prise en charge technique, l'éclairage et les filtres, qui ont toutes les deux pour but de majorer les contrastes, limiter l'éblouissement,
L'objectif premier pour l'éclairage, c'est de majorer les contrastes, les fils diminuer l'éblouissement, et ces fils peuvent s'utiliser en clip, en surlunettes ou directement intégrés sur les montures. Le schéma de préconisation classique sur ces outils, eh bien, alors ça va être assez grossier ce que je vais faire, mais si on essaie de répartir la primo-intention d'aide optique sur l'ensemble des déficiences visuelles, eh bien, on les classerait sur une échelle qui démarrerait de 6 dixièmes jusqu'à 1 dixième, voire en deçà. Et la première aide visuelle qui pourrait couvrir toutes ces déficiences visuelles au compromis près de la puissance du verre, eh bien, ce seraient les aides microscopiques. Donc on peut très vite démarrer autour de 6 dixièmes à forcer un petit peu les verres de près pour récupérer une vision des petits caractères. Et on peut très bien imaginer quelqu'un qui aurait 1 dixième P16, lui proposer une addition de 16 dioptries pour qu'il puisse relire à peu près 6 cm un caractère de l'ordre du P de 5. Naturellement, cette distance de lecture 6 cm n'est pas confortable et on a coutume, lorsqu'on est à 4 dixièmes, de faire appel à des aides optiques on va dire, extérioriser le grossissement, et donc ce serait porté par les loupes et les télescopiques qui, elles, vont permettre de retrouver une ergonomie de lecture un petit peu plus classique, un petit peu plus éloignée. Là encore, nous pouvons couvrir toutes les bases vision, on va dire, donc pareil jusqu'à 1 dixième, on pourrait équiper de loupes et de systèmes télescopiques, mais là encore, en dessous de dixième, on va plutôt faire appel à un autre système d'aide optique, qui sont donc les téléagrandisseurs dont on a parlé. Et puis en dessous de 1 dixième, même si on pourrait toujours se contenter de vidéo-agrandisseurs, on a tendance à faire appel à des machines à lire pour aller suppléer, on va dire, le sens visuel par l'auditif. Et puis je pense qu'il ne vous a pas échappé que l'éclairage et les filtres couvrent toute la plage d'acuité basse, puisque dès lors qu'on a une déficience visuelle, qu'elle soit légère ou importante, eh bien notre rapport à la luminosité est dégradé, soit il y a trop de lumière et on est ébloui, soit il n'y en a pas assez et on a besoin d'une suppléance en éclairage. Donc ça, c'était pour le schéma donc, classique. Et si on revient sur notre population des EHPAD, eh bien, je reviens sur cette étude qui a été faite sur Nantes. Donc 66% des patients n'étaient pas déplaçables vers un cabinet d'ophtalmologie et même 20% n'étaient même pas déplaçables au sein de l'EHPAD. C'est-à-dire que les examens ont été réalisés en chambre. Donc naturellement, tout ça, ce sont des patients qui n'auraient bénéficié d'aucune prise en charge si ce protocole organisationnel n'avait pas eu lieu. Et puis, autre chiffre intéressant, 63% des patients présentaient un trouble cognitif, dont même 6,7% ont refusé les examens alors qu'ils étaient tout à fait d'accord pour participer à la consultation, mais le jour J, ils ont refusé. Donc ça montre bien qu'on est dans des conditions d'examen difficiles, qu'on se expose à des problèmes de compréhension, et puis naturellement, in fine, avec la préconisation de l'aide optique, des difficultés d'apprentissage et de manipulation. Donc les aides optiques qui pourraient être compatibles en EHPAD, en prenant en compte toutes les limitations motrices, les troubles cognitifs, aussi la considération du réel besoin, qui n'est pas toujours en lien avec ce qu'exprime le résident, et puis en prenant aussi en compte l'impact du coût, puisqu'on est exposé à l'accompagnement des aidants aussi avec les résidents, eh bien, on voit que le panel des aides optiques disponibles se restreint un petit peu, et donc on commencerait déjà par exclure le système télescopique au milieu, puisque avec ces restrictions de champ importantes et ces manipulations un peu complexes lorsqu'il y a des objectifs à ajouter dessus, eh bien ça paraît très mal adapté aux résidents en EHPAD. Ensuite, les microscopiques, qui sont des lunettes secondaires aux lunettes de tous les jours, peuvent présenter un risque de mélange, et là on peut très bien s'exposer à une paire de lunettes de vision rapprochée utilisées pour la télévision, ce qui va évidemment mal fonctionner. Ensuite, les systèmes de loupe, qu'elles soient à main ou à poser, sont, elles, très faciles d'utilisation. Je pense qu'il faut les privilégier dans les équipements. C'est très bien identifié comme aide pour la lecture. Et puis, concernant les vidéo-agrandisseurs, dans l'ensemble, je pense que ça peut très bien fonctionner. Maintenant, attention au prix avec notamment le rapport aux aidants. Et puis, en ce qui concerne la manipulation, bien s'assurer que tout le fonctionnement lié au bouton fonctionnalité est acquis et aussi le fonctionnement lié à la recharge. C'est quelque chose qui n'est pas toujours bien ancré.
Enfin, système filtre thérapeutique et éclairage, ça fonctionne assez bien aussi, c'est assez facile de comprendre et de laisser les résidents en autonomie avec ces outils-là. Donc une fois qu'on maîtrise un petit peu donc ces éventuels outils techniques qu'on peut proposer aux résidents, il n'empêche qu'il faut procéder à la réfraction. C'est le socle, on va dire, de la préconisation. Inutile de proposer une aide optique sans avoir réévalué la réfraction. Et toujours pour revenir sur cette étude, 50% des patients qui ont été vus, donc de ces 30 patients, ont eu une nouvelle prescription de lunettes. L'évolution moyenne était de 0,50 dioptries, ce qui n'est pas très important. Le changement d'ailleurs était souvent motivé par le très mauvais état des lunettes. Et ce qui est important, le résultat, c'est le gain d'acuité en moyenne était de 1 dixième, ce qui donne, tout à l'heure on était à 3 dixièmes, donc c'est-à-dire que les patients, après avoir changé leurs lunettes, étaient plutôt autour de 4 dixièmes, ce qui donne des capacités de déchiffrer P3 avec 3 dioptries d'addition, et donc on accède comme ça à un éloignement du résident du concept de basse vision, ce qui, ça, n'est pas négligeable. Maintenant, la réfraction, ça reste un sujet compliqué, c'est-à-dire que qui la réalise? L'ophtalmologiste, naturellement, a très peu de temps médical à porter pour la réfraction en EHPAD. Donc on va se tourner évidemment sur l'orthoptiste et l'opticien. Maintenant, on est dans des difficultés peut-être juridiques pour procéder à cette réfraction. L'opticien, lui, est toujours en attente du décret d'application de la loi du 11 février 2020 qui l'autorise à titre expérimental de procéder à la réfraction dans 4 régions, et c'est ces 4 régions qui doivent être testées sur 3 ans avant de peut-être déposer ça dans le droit commun, mais pour l'instant, nous sommes toujours en attente des régions. Et puis concernant l'orthoptiste, évidemment, il est habilité à procéder à la réfraction, mais là où je suis un petit peu incompétent pour l'orthoptiste, je ne sais pas s'il peut la coter en dehors de son cabinet. Toujours est-il que pour l'orthoptiste et l'opticien, le renouvellement de la réfraction ou la réalisation de la réfraction s'appuie sur une ordonnance en cours de validité, c'est-à-dire de moins de 3 ans. Et dans cette étude, eh bien, les 30 patients que nous avons vus, eh bien, aucun d'entre eux n'avait une ordonnance valide. Donc dans tous les cas, je pense qu'on passe par un protocole organisationnel pour procéder à cette réfraction. Donc, ça voudrait dire que si on essaie de dresser un schéma de coordination primaire, il faudrait déjà avoir un socle de repérage, donc qui reposerait sur le médecin coordonnateur et l'équipe soignante, donc repérage des troubles sensoriels, qui doivent être faits soit à l'entrée, ou du moins y être attentifs au cours de la vie du résident en EHPAD. Ensuite, l'analyse des lunettes et de la réfraction, qui serait faite donc par l'opticien et l'orthoptiste, ou l'orthoptiste. Et j'ai mis un protocole donc 2 bis, enfin un point 2 bis, puisque je pense que l'idéal serait même d'aller plus loin que cette réfraction, c'est d'essayer de dresser un petit peu comme ce qu'on a expérimenté à Nantes, un protocole organisationnel de dépistage où l'orthoptiste, l'opticien et l'ophtalmologiste travailleraient à 3, donc avec un ophtalmologiste à distance, mais qui préconiserait ou prescrirait la suite des soins. Et donc tout ça amènerait à la préconisation éventuelle de l'aide optique lorsqu'il y en a besoin. Maintenant, je ne suis pas certain que ça suffise, c'est-à-dire que préconiser une aide optique à l'issue de l'examen, ce n'est pas pour autant qu'elle sera utilisée. Donc je pense qu'il faut prendre appui, un petit peu comme le disait la communication que je rappelais en introduction, prendre appui sur d'autres acteurs qui sont autour du résident, donc naturellement le médecin coordonnateur, mais ça va passer aussi par l'agent de service hospitalier, l'animateur, l'infirmier, l'aide-soignante, le kinésithérapeute. Eh bien, tous ces acteurs auraient intérêt à bénéficier d'une formation, soit en repérage des différents troubles visuels et des pathologies qui engendrent la déficience visuelle chez la personne âgée, mais aussi une information et peut-être même une formation sur les aides techniques simples, ce qui permettrait de les intégrer dans les actes du quotidien de la personne âgée. Et en disant ça, je pense particulièrement aux animateurs, au sein des ateliers, venir intégrer l'aide optique qui aura été préconisée par l'opticien ou l'orthoptiste avec une fiche détaillée sur les différentes conditions d'utilisation, donc les distances, le modèle, voilà. Et donc après, on pourrait très bien imaginer que les actes du quotidien sont réalisés avec l'aide optique et encouragés par l'ensemble des équipes autour du résident. Donc ça nous amène aussi à une deuxième peut-être considération, c'est de se dire que l'acquisition des aides optiques, elle n'est pas forcément facile en EHPAD d'un point de vue personnel. Donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à imaginer peut-être un
kit, alors j'ai nommé ça comme ça, mais un panel d'aides optiques à usage peut-être collectif qui pourrait être cette première marche à l'acquisition peut-être personnelle de l'aide optique. Mais dans un premier temps, c'est-à-dire que sur les recommandations ou les préconisations de l'opticien ou de l'orthoptiste, eh bien, l'aide optique pourrait être utilisée en fonction des activités de chaque résident, puisque bien souvent, c'est une activité qui va peut-être prendre un quart d'heure dans la journée ou une demi-heure, et on pourrait très bien imaginer qu'elle serve à plusieurs résidents dans la journée au fil des ateliers. Donc, bon, pas forcément évident de mettre ça en place, mais à mon sens, ça pourrait déjà engager un petit peu de réadaptation en EHPAD, qui aujourd'hui est totalement absente, hein, puisque même si on est aux portes de la basse vision, seulement à peine 10% ou même pas 10% bénéficient d'aide optique. Donc on pourrait imaginer que ce serait cette première marche à l'ancrage de l'aide optique dans les activités du quotidien, et après peut-être procéder à un équipement plus personnalisé. Voilà, donc du coup, il reste du chemin, bien sûr, par rapport à tout ça. On a évidemment l'organisation générale à mettre en place, le qui fait quoi, un petit peu le cadre réglementaire aussi, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, même les délégations de tâches des opticiens et des orthoptistes ne permettent pas vraiment, au niveau, au regard du droit commun, de faire la réfraction et de prendre en charge ces équipements en EHPAD. Et après, une fois que tout ça sera réglé avec un cadre peut-être économique aussi, ce qui est important, et bien, procéder aux formations, aux choix techniques et à l'intégration des aides optiques en EHPAD. Et enfin, je pense, démarrer. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Bonne ISFO, même si elle est terminée et qu'on enregistre après. Mais en tout cas, à très bientôt à toutes et tous.